Et donc là, maintenant, je vais appeler les grandes orientations de la formation des 3 métiers du management de centre-ville et du territoire. Et je vais appeler Christine Berth. La dernière fois que je t'ai appelé, c'était quand tu étais le manager de l'année. Je vais appeler François Souty, professeur associé à l'Université de La Rochelle, membre des comités d'experts de concurrence OCDE et CNUSED. Quelqu'un qu'on a vu souvent et avec qui on a eu le plaisir de réfléchir de nombreuses fois parce qu'il se passionne pour le commerce. Alors j'appelle quelqu'un qui s'appelle Alain Poblat et qui est directeur du développement économique à la CCI régionale de Bretagne. Et c'est lui qui s'occupe du nouveau CEFAC. Chers confrères, chers successeurs, et j'appelle Philippe Delaporte, consultant CEFAC, que les anciens du CEFAC connaissent tous. Vous voyez qu'il y a lien entre l'ancien et le nouveau. Bon, Christine, on va commencer avec vous, puisqu'en tant que manager de centre-ville, je pense que, et conseillère en entreprise à la CCI du Havre, vous êtes la mieux placée pour nous parler des différents métiers, puisque c'est le sujet, c'est quoi les différents métiers, c'est quoi les différentes formations. Alors, je vous ai mis les petits slides, mais si vous ne voulez pas les utiliser, vous n'êtes pas obligé. On peut les mettre pour l'assemblée. Voilà, on les met pour faire joli après. Un peu les métiers selon les territoires. Donc notre président Robert vous l'a dit tout à l'heure en introduction. Aujourd'hui, il y a vraiment deux métiers et demi qui se distinguent. Le manager de commerce, le manager de centre-ville et le manager de centre-ville et du territoire. Ils ont aujourd'hui des socles communs qui sont bien évidemment le développement commercial. On va dire que le manager du commerce, il est plutôt lié à une stratégie d'action commerciale et d'animation commerciale. Le socle commun également aux 3 métiers, c'est que le manager, c'est un fédérateur. Il doit avoir et connaître tous les interlocuteurs économiques d'une ville quand il est à l'échelle d'une ville uniquement sur les interventions. Le manager de centre-ville et de territoire, il intervient à la fois sur une ville, sur des périphéries, sur des centres-bourgs aujourd'hui. C'est important parce qu'ils sont souvent laissés de côté. Alors, je ne vais pas vous détailler les missions de chacun. Vous avez la plaquette du club qui présente très bien les missions. Moi, je suis plutôt là pour parler un peu du terrain, de la formation. C'est un métier où il faut être curieux, il faut aller chercher les modifications juridiques, réglementaires. La formation, elle est indispensable pour ça. Il y a un élément aussi important, c'est qu'il faut être neutre. Voilà, le rôle du manager, puisqu'on a affaire à des élus consulaires, à des élus d'agglomération, à des élus municipaux. Il faut garder une neutralité, mais il faut fédérer tous ces acteurs autour d'une stratégie de développement commercial et de dynamisation des villes et des territoires. Donc le CEFAC a un gros rôle à jouer aussi sur la formation. Ce qui veut dire, Christine, que vous considérez qu'un manager n'est pas un politique, c'est un pur opérationnel. Exactement. Ah. Alors c'était la réponse qu'on attendait, bien évidemment, et vous avez bien compris que c'est pour ça qu'on est au siècle, puisque un manager, c'est un opérationnel, et qu'il connaisse tous les promoteurs de France et qu'il puisse rencontrer toutes les enseignes, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va mettre que ça sur son territoire, mais ça paraît quand même assez logique, ça paraît assez évident. Alors il y a une chose aussi qui est très importante, et ça on le relève sur tout le territoire, c'est la pérennité de ces postes. Il y a une très grosse importance sur la définition des missions quand le recrutement est en cours, parce qu'on s'est retrouvé parfois avec un manager de centre-ville qui gérait à la fois le marché des non-sédentaires à 5 h le matin et qui allait dans la journée rencontrer des enseignes sur du développement et à la fois accompagner l'union commerciale. Il y a un moment donné où il faut vraiment établir des missions selon le poste et la pérennité du poste. Parce manager que souvent, de centre-ville, pas préposé aux emmerdements. On peut dire ça comme ça. Alors, ça a une autre dimension que Christine ne dira pas, mais moi je peux y aller. La pérennité du poste, ça veut dire plus de CDD, des CDI, et ça veut dire aussi le niveau de salaire d'un manager de pôle commercial à taille équivalente. On a dans le club aujourd'hui des managers qui passent de manager de centre-ville à manager de centres commerciaux. Le salaire est multiplié par 2,5. Donc il y a un moment donné, si
Et là, on parle pour les élus. Arrête de si faire les de la élus... pub pour les centres commerciaux. Non, je fais simplement de la pub auprès des élus pour qu'ils comprennent que s'ils veulent des managers dignes de ce nom, il va falloir non seulement les former, mais il va falloir les payer. Un manager d'un pôle commercial de 25 000 m² ou de 35 000 m² ou de 40 000 m², il n'y a pas de raison que dans un cas, il soit payé X avec une équipe de 5 personnes et que dans l'autre cas, il soit payé à un SMIC et demi étant tout seul dans un coin de bureau. Ils courent dans toute la ville pour faire croire qu'ils sont plusieurs. Ce qui est important aussi, c'est de laisser le temps aux managers de rencontrer tous les acteurs locaux. C'est pas en 6 mois, en 1 an qu'on peut arriver à se créer ce réseau. Et ça, c'est aussi dans la pérennité des fonctions et du poste. La durée, la compétence. Et là, je vais me tourner vers monsieur le professeur. Vous voyez, c'est un métier encore jeune. Et tous les métiers aboutissent à un moment à des diplômes et avec des notions de performance qui sont généralement sanctionnées quelque part par un diplôme universitaire. Alors, monsieur le professeur, votre grande connaissance du commerce et de l'université et du métier vous permet-elle de nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui existe dans les formations? On a eu un problème avec votre présentation, on ne l'a pas. Alors, je vais demander, je l'ai passé tout à l'heure ma présentation, on va la mettre. Voilà, ben on va causer pendant ce temps-là. Si on voilà. Ça, c'est une image bleue avec un globe terrestre qui symbolise la globalisation. Think global, act local, comme on dit. Voilà. N'est-ce pas? Pensée globale pour agir local. Voilà, magnifique. Parfait. Et maintenant, voilà. Formidable. Alors, si on peut y arriver. Alors, on va le faire. Hop. Non, je vais le faire avec la mienne. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, parce que alors, oui, il y a beaucoup de choses à dire et on a très peu de temps. Alors, il m'a paru important de vous rappeler ce qui a été dit pas plus tard que la semaine dernière à un congrès à Rennes. Et pour bien fixer la situation, reprendre la page des Échos qui avait été publiée jeudi 9 juin. Alors, je ne suis pas sûr qu'au 10e rang, ils arrivent à lire. Non, c'est pas grave. C'est simple. Le titre parle de lui-même. Commerce, la désertification des centres-villes s'accentue. Et si ça n'est pas assez clair, on a un graphique qui doit être quand même assez visible et qui montre, quand on analyse la situation d'un point de vue concurrentiel, d'un point de vue dynamique, une hétérogénéité considérable de situations. Déjà, dans les interventions de ce matin, on a bien vu que suivant qu'on était à Nanterre, à Aix, à Sens ou dans une autre commune, la situation diffère considérablement. En fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une situation qui est plus alarmante dans certains endroits que dans d'autres. En particulier, les taux de moyens de vacances de commerce de centre-ville ont augmenté partout, sauf dans les villes de plus de 500 000. Donc, les problèmes ne seront pas du tout de même nature, suivant effectivement la géographie. On va y revenir. La progression des locaux commerciaux, tout cela vous le savez, mais ça mérite quand même d'être rappelé. Cette progression des locaux commerciaux vides a été la plus importante, donc dans les villes de moins de 50 000 habitants. Elle est passée de 6,1% de vacances en 2001 à 9,3% en 2014, et dans les villes de 50 000 à 100 000, de 6,2 à 10,2. Donc il n'est pas possible de continuer à dire que la situation n'a pas changé, ou que tout va bien, ou que tout va mieux. Ça va d'autant plus mal que la situation s'est dégradée, encore en 2015 et en 2016, et il suffit simplement de regarder les coupures de presse dans la presse quotidienne régionale pour voir que même des communes à fort potentiel touristique sont atteintes par cette situation de crise de centre-ville. Je pourrais prendre ma ville de La Rochelle, où nous avons un potentiel considérable, mais où le problème a fait l'objet d'une pleine page de Sud-Ouest il n'y a pas 15 jours. J'insiste un tout petit peu pour souligner qu'aucune loi, aucun dispositif ne peut aujourd'hui dire qu'il a résolu un problème qui ne va que s'accentuant. Alors à partir de là... Quelle formation ? Avant de passer à la formation, on ne peut définir la formation que par rapport à une analyse rationnelle des causes. Les causes habituelles, on ne va pas inventer, on va reprendre ce qui est dit par la synthèse. Sinon, on va nous accuser de
d'aller chercher midi à 14h ou des solutions qui ne sont pas pratiques par rapport aux problèmes posés. Alors il y a une atonie générale de la demande, mutation des habitudes de consommation des Français. Il y a le développement du e-commerce, 7% du commerce de détail, mais déjà 15 à 20% du marché du textile ou des produits techniques. Il y a l'arrivée maintenant dans le domaine alimentaire de la distribution par Internet, Amazon et d'autres. Il y a le développement de l'économie collaborative, qui doit être considéré d'ailleurs souvent plus comme une chance que comme un ensemble de limites, du point de vue du commerce de centre-ville ou du commerce de proximité. Il y a le développement des centres commerciaux périphériques, on l'a dit, je n'y reviens pas, mais enfin, je n'y reviens pas, il y a une petite contradiction, et quelqu'un en a parlé tout à l'heure, une contradiction concurrentielle avec la nécessité, je crois que c'était la représentante de Nanterre, d'organiser la cohérence entre les animations et de ne pas faire de la confusion. Alors, juste une petite chose, ça... Ils ne connaissent pas trop mal, même si vous avez des chiffres parfaits et que nous sommes en cohérence. Mais ce qu'on ignore pour l'instant, c'est quels sont les potentiels de formation qu'offre l'université. Alors, je termine quand même. Il y a une hausse des prix de centre-ville et développement de politiques environnementalistes. Non, mais ce n'est pas indifférent, vous allez voir pourquoi. Et par ailleurs, la hausse de la fiscalité commerciale qui est attendue pour 2017, peut-être pas, on verra. Alors, quelle formation ? La formation, il faut la concevoir pour stimuler la réactivité et aussi l'esprit stratégique. Comment est-ce qu'on fait ? Première chose, première dimension du point de vue concurrentiel, il faut procéder à une formation qui va permettre d'étudier les marchés pertinents. Comment on mesure les périmètres de marchés pertinents dans, en gros, la jurisprudence des autorités de concurrence, qui sont constituées, ces analyses des autorités de concurrence, en fonction de critères entre guillemets objectifs, puisque ce sont ceux qui déterminent la décision des autorités d'autoriser ou de ne pas autoriser, aussi bien des fusions entre opérateurs, qu'éventuellement d'organiser la riposte en sanction à des abus de position dominante dans des relations producteurs-distributeurs, etc. Mais cette question des marchés pertinents, elle concerne les managers de centre-ville, elle n'est pas réservée aux problématiques de relations entre producteurs-distributeurs. Deuxième aspect, deuxième axe, l'étude des politiques publiques et leurs impacts sur la vie économique. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut organiser la concertation, il faut que les maires comprennent que, oui, en particulier, il y a un déficit en France de compréhension de ce que c'est que la régulation et à ce à quoi ça sert et dans quelle mesure ça a un impact et quel type de régulation peut avoir quel type d'impact. Nous sommes tous très, très environnementalistes, nous avons assisté au développement d'axes de politique réglementaire favorable à la protection de l'environnement. Désolé, mais quand vous fermez les accès d'un centre-ville ou que vous changez complètement le circuit de pénétration d'un centre-ville, ce qui a été fait dernièrement à La Rochelle, ben vous avez un marasme si vous n'avez pas étudié cela avec notamment ceux qui vivent dans le centre-ville, c'est-à-dire non seulement les commerçants, mais également les avocats, mais aussi les notaires, mais également les agents immobiliers, qui ne sont pas des personnes qui interagissent naturellement avec le monde classique du commerce. Et pourtant, ces gens-là ont aussi apporté aux managers de centre-ville, à la condition que les uns et les autres mesurent l'importance d'étudier les politiques publiques. Bien entendu, je dévouerai une étude particulière au droit et à la politique de la concurrence et à l'application des instruments concurrentiels dans au moins 4 domaines. Je les ai déjà un peu effleurés, donc je les cite de manière allusive, les relations producteurs-distributeurs, le secteur alimentaire, la concurrence déloyale et l'e-commerce. Nous pourrons peut-être y revenir s'il y a une question qui est posée. Quatrièmement, eh bien, un enseignement sur les études de stratégie de développement et de réplique. L'objectif, là, c'est de lutter contre les habitudes. Il faut casser l'autosatisfaction. Combien de fois on entend « Oui, mais on a tout ce qu'il nous faut, mais tout va mieux ». L'autosatisfaction est là, alors qu'on vient de voir. Je ne vois pas du tout à quoi vous pourriez faire allusion. Non, mais on l'a dit tout à l'heure, et on entend récemment, il y avait encore des réunions où plusieurs personnes, plusieurs intervenants ont dit « Non, mais toutes les propositions nouvelles ne correspondent à rien. Nous avons tout ce qu'il nous faut. » Preuve que non. La preuve que non. Alors, avant de commencer à avoir cette autosatisfaction, peut-être peut-on se poser quelques questions sur le droit comparé de la distribution en France, en Allemagne. Nous avons été chercher en Amérique du Nord avec le président Palombi.
Nous avons étudié le cas des SDC. Je pense que ce concept nord-américain mérite d'être reconnu, non pas par rapport à ce qu'il pourrait être transposable automatiquement en France, mais par rapport à la logique qu'il présuppose du point de vue du manager, avec d'ailleurs la mise en avant d'une problématique de manager transformationnel, qui sera mon dernier point d'évocation de formation. L'idée, c'est de réfléchir à des mécanismes, ça a été évoqué, je crois, par le représentant plus ou moins d'Aix-en-Provence et de Sens. L'idée de concevoir des mécanismes qui mettent, j'allais presque dire, au premier plan les commerçants. Tous les exemples qui ont été cités ont quand même souligné le rôle, l'importance du rôle des élus, de l'administration, bref, de l'État, dans sa forme locale ou dans sa forme centrale. En Amérique du Nord, la problématique du manager transformationnel, elle consiste à mettre en avant ceux qui créent la richesse. Et c'est ensuite en partenariat, quand il y a eu cette initiative transférée à la collectivité qui peut concerner aussi bien les commerçants que les professions libérales et d'autres intervenants professionnels de centre-ville, que l'on arrive effectivement à des résultats qui sont extrêmement intéressants. À partir de là, on peut aussi réfléchir donc sur ce que, précisément pour la mise en œuvre de ce type d'approche en Amérique du Nord, on appelle les managers transformationnels, c'est-à-dire une intégration dans la stratégie de développement économique et de revitalisation du centre-ville, des problématiques de la digitalisation, mais aussi de l'économie collaborative, qui sont des instruments qui ne sont pas les adversaires, mais bien au contraire, qui peuvent être une parfaite complémentarité aux problématiques de développement économique de centre-ville. Voilà. Merci de ce panorama. Alors, on va revenir. Alors, c'est pas moi qui vais poser des questions sur le CEFAC. Hein. Non, c'est pas ça. Donc, Alban Pobla, le CEFAC s'étant déplacé de Paris à Rennes, on va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui se passe dans le CEFAC breton. Ça me va bien parce que comme je suis breton, moi que le CEFAC vienne chez moi, j'ai la double nationalité, tout va bien. Bonjour à toutes et tous. Alors le CEFAC est effectivement à son siège à Rennes, mais n'est pas breton, il reste national. Il a même vocation à devenir international. La problématique de centre-ville qui a été tous les Bretons sont évoquée, internationaux, on est réputés. Et pas que. Tous les commerçants peuvent être internationaux avec Internet notamment. Et donc l'idée c'est d'attaquer la problématique du commerce vue par le prisme du centre-ville, de la périphérie, du développement économique d'un territoire, quel que soit le pays où on l'exerce, le commerce. Voilà. Ça, c'est l'angle global. Donc, vous rassurez sur le fait que ce ne sera pas que en Bretagne. On prévoit d'avoir 4 ou 5 centres de formation ou antennes de formation sur le territoire national. Donc, on ne sera plus que situé à Paris comme avant, ce qui n'est pas un reproche. On sera situé autant à Paris, à Rennes, qu'à Bordeaux, qu'à Toulouse, qu'à Perpignan ou ailleurs. Tous ceux qui voudront se joindre à nous seront les bienvenus. Alors après, je ne suis pas forcément là pour parler du CEFAC et d'en faire sa publicité, mais plutôt pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et répondre aux problématiques des élus, des managers qui sont ici présents. Bien sûr aussi des conseillers des réseaux consulaires. Et pour dire que si on est ici, c'est pour écouter. Alors, je suis accompagné avec Philippe Delaporte qui sûrement sera interrogé sur un thème complémentaire, mais on est vraiment ici pour vous écouter. Donc venez vers nous, venez échanger avec nous parce que on n'est pas là pour prendre parti, on n'est pas là pour prendre position. Bien sûr, on a notre avis sur la question, mais on est là pour construire avec vous les formations tout au long de la vie, pas seulement les certificats et les premières formations que certains d'entre vous ont pu suivre. On est tous d'accord que 4 fois 4 jours pour devenir manager de centre-ville, c'est pas assez, c'était les fondamentaux. Maintenant, il faut construire toute la suite. Et on l'a vu aujourd'hui, le métier de manager transformationnel ou de centre-ville, qu'on soit dans l'approche nord-américaine, coopérative de développement, etc., ou dans l'approche un peu encore franco-française du commerce de centre-ville ou du développement économique d'un territoire en général, doit évoluer. Vous l'avez tous dit, il doit y avoir des interactions entre les différents acteurs d'un territoire. Un manager, c'est certes un opérationnel, je suis tout à fait d'accord, c'est pas un politique, mais c'est quelqu'un qui doit travailler avec les politiques. Et beaucoup de managers nous ont déjà fait part du fait qu'ils étaient démunis en termes de formation, pas forcément de compétences, mais de formation à interagir avec les politiques, à traduire ce qu'est une stratégie politique, qu'elle soit d'une collectivité, d'un réseau consulaire, si on est dans les réseaux consulaires, en un plan d'action sur le terrain auprès de tout le monde. Vous l'avez dit aussi, on a 50 appellations, je crois, différentes de managers. Plus ou moins contrôlées. Plus ou moins contrôlées. Hein, c'est l'enquête de la DG6 en janvier 2014 qui l'a révélé. Donc il y a besoin d'avoir des référentiels qui s'affirment, des titres et des certificats de compétences
qui permettent à chacun de se situer dans les différentes offres de travail qui peuvent être proposées sur le territoire. Le différentiel de salaire, vous l'avez dit, dans le référentiel, c'est 35-60 et on est plutôt en dessous de 35, 67% des managers sont rémunérés à moins de 35 000 euros. Vous avez prévu une formation pour qu'ils apprennent à négocier le salaire ? Il faut expliquer, vous l'avez fait d'une certaine façon, mais il faut expliquer aux élus et aux employeurs que les compétences nécessaires pour ces postes-là nécessitent des rémunérations à la hauteur du marché. Mais pour ça, il faut aussi que nous, centres de formation, on amène les bons outils et les bonnes formations. When you pay peanuts, you get monkeys. Exactement. Et donc, et deuxième axe, et j'en arrêterai là, l'idée aussi, c'est d'amener beaucoup plus de numérique. Je parlais de formation tout au long de la vie, de webinaires, de permettre à chacun d'entre vous, et y compris les élus, de se former, parce que les élus ne connaissent pas non plus tous les arcanes des lois NOTRe, l'urbanisme au sens large, transport, urbanisme commercial, etc. Toutes les implications qu'il y a autour du développement économique et plus précisément du commerce. Et donc on veut mettre en place des modules de formation pour les élus, pour les managers, pour les conseillers dans les chambres, tout au long de la vie, sur le juridique, le commercial, l'animation politique, la posture, quand je suis en train d'animer une réunion, quand je vais à 5 h du matin sur un marché, quelle posture j'adopte, etc., etc. Tout ce qui n'existait pas avant, qui doit être créé, et on le fera avec vous. Donc venez nous voir, venez nous dire ce qui manque aujourd'hui, et on le créera avec vous. Merci. Alors je vais me tourner vers Philippe, je vais lui demander qu'on lui passe le micro. Merci. Tu sais que notre congrès, le fil conducteur, c'est la loi NOTRe. Tu connais le métier, tu connais la formation, celle qu'on a donnée, celle qu'ils avaient déjà, ceux qui avaient la formation d'assistant technique du commerce. Qu'est-ce que tu mettrais dans le panier aujourd'hui, sur le dessus du panier en priorité, pour adapter la formation à la loi NOTRe ? D'une part, la loi NOTRe bouleverse beaucoup en fait, le travail du manager, à mon sens. Parce que jusqu'à présent, en fait, le manager, dans la formation qui était donnée par le CEFAC, c'était en fait d'abord de bien connaître son territoire. Et pour ça, effectivement, c'était le premier volet. C'est effectivement comment fonctionne le territoire, quel est le marché, quels sont les flux de consommation, où ils sont, etc. C'était un premier élément. Deuxième élément, c'était, parce qu'effectivement, Christine l'a dit tout à l'heure, on est des opérationnels. Et donc, le deuxième volet de la formation, c'était en fait de bâtir en fait une stratégie. C'est bien d'avoir effectivement un plan d'action, donc il faut effectivement que le manager puisse le mettre en place. C'est bien effectivement de le réfléchir. Après, il faut effectivement le mettre en œuvre. Et c'est effectivement le travail qui est fait par la manager sur l'ensemble du territoire. Et puis le dernier volet, c'est tout le volet réglementation, parce qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure donc de Scott, très rapidement, mais c'est le PLU, c'est le droit de préemption, c'est tout un tas d'éléments donc, qui est important. Alors, la modification avec la loi NOTRe, à mon sens, c'est d'une part le périmètre qui effectivement est en train de changer. Ce sont également les interlocuteurs qui sont en train de changer. Il y en a qui disent « un maire, ça va, 3 maires, bonjour les dégâts ». Alors, c'est vrai que déjà le métier de manager, il était compliqué parce qu'il fallait travailler avec la municipalité, il fallait travailler avec la chambre consulaire ou les chambres consulaires. Il fallait bien évidemment travailler avec les commerçants. Et effectivement, le travail de fédérateur du manager, il est compliqué. Alors maintenant, effectivement, on va travailler sur effectivement une entité qui est plus grande, avec des intérêts qui sont effectivement quelquefois contradictoires. Thibault l'a dit tout à l'heure, travailler avec les centres commerciaux de périphérie, travailler avec le centre-ville, travailler effectivement avec le commerce de centre-ville, c'est pas obligatoirement évident. Donc obligatoirement, je pense qu'on a besoin déjà au niveau d'une formation complémentaire, déjà de bien faire comprendre aux managers la mission qui est en train de changer, avec notamment une bonne compréhension des enjeux en fait, de la loi NOTRe, et notamment le fait qu'on doit raisonner pas uniquement en termes de centre-ville, mais en termes effectivement de zones de chalandise et de bassin de vie. Et je pense qu'on a un élément qui est très important à ce niveau-là. Donc en fait, on est sur un élément qui est un problème de dimension territoriale qui est différente. Et puis le deuxième élément, à mon sens aussi, parce que moi je le vois aussi sur le terrain, aujourd'hui, les difficultés que l'on a sur différents projets font que à un moment, tous les projets sont gelés, qu'ils soient de centre-ville, qu'ils soient de périphérie. Et ça, c'est très contraignant aujourd'hui. D'accord. Donc, changement d'échelle,
changement d'interlocuteur, plus seulement un interlocuteur, mais une coalition d'interlocuteurs. Donc, va falloir changer d'échelle, le niveau de formation. Tout à fait. Merci à vous. On va passer à On peut les applaudir. On peut les applaudir. Merci à vous. Ils ont ouvert un gros chantier.